Bonjour, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Studio Lacan. Alors aujourd'hui, pour la rubrique Un divan dans le monde, nous allons recevoir Serge Sur, qui est professeur émérite à l'université de Panthéon-Assas. Ensuite, pour l'actualité de la psychanalyse, Laura Sokolowski nous parlera du dernier numéro de La cause du désir, revue de l'école de la cause freudienne. Donc, nous allons parler de la crise démocratique et de l'usage de l'article 49.3 avec le professeur Serge Sur. Bonjour Serge Sur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, brièvement, quelques éléments de biographie. Vous êtes professeur émérite de l'université Panthéon-Assas. Vous êtes agrégé de droit public. Vous avez enseigné le droit dans quelques facultés et y compris à l'ENA. Vous avez créé et dirigé le centre Thucydide. Et vous avez aussi été juge ad hoc à la Cour internationale de justice. À la Cour internationale de justice à La Haye, en effet. Et en décembre 21, vous avez été élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, vous avez évidemment publié de nombreux ouvrages. J'en retiens deux. La vie politique en France sous la Ve République, qui doit être de 82, et puis celui qui est paru en 2020, a pour titre « Les aventures constitutionnelles de la France ». Alors, une première question, si vous voulez bien, à propos du malaise et du 49.3. La loi sur la réforme des retraites a fait l'objet de beaucoup de commentaires, mais enfin, elle n'a pas trouvé de majorité à l'Assemblée nationale, ou difficilement, et elle a provoqué beaucoup de manifestations de Français mécontents qui se sont retrouvés dans les rues. Et donc, au fond, l'usage de l'article 49.3 de la Constitution, alinéa 3, a fait cristalliser une crise démocratique qui amène cette question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce dispositif du 49.3 et de son usage aujourd'hui ? Alors écoutez, je crois d'abord que la crise démocratique, elle est plus profonde et plus ancienne que cet usage. Ça a été, comme vous l'avez dit, plutôt un élément cristallisateur. Mais je crois qu'il faut remonter aux origines de l'article 49.3 pour expliquer son rôle dans la Constitution. En réalité, il remonte aux réformes qui ont été imaginées à la fin de la 4e République. Parce que le personnel politique de la 4e, les hommes d'État de la 4e étaient convaincus qu'il fallait profondément réformer leur système qui provoquait des crises ministérielles tous les 6 mois. Il y a eu un gouvernement tous les 6 mois sous la 4e. Et donc, ils voulaient mettre fin à cette instabilité. Et pour cela, on a imaginé toute une série de procédures, ce qu'on appelait le parlementarisme rationalisé, qui obligeait l'Assemblée à se prononcer de façon positive ou négative pour ou contre le gouvernement. De telle sorte que, si l'Assemblée était confrontée à un texte, eh bien, le gouvernement pouvait poser la question de confiance sur ce texte, et soit l'Assemblée voter une motion de censure, renverser le gouvernement, mais courait le risque d'être dissoute, soit elle ne votait pas cette motion de censure et le texte était considéré comme adopté. Donc, on arrivait à marier l'efficacité gouvernementale et tout de même mettre l'Assemblée en face de ses responsabilités. Et cet article, il a fonctionné pendant, au fond, on peut dire, près de 50 ans. Près d'un demi-siècle, puisque la Constitution a maintenant plus de 60 ans. Et donc, il a fonctionné pendant très longtemps d'une façon satisfaisante, et beaucoup de gouvernements l'ont employé, y compris depuis les débuts de la 5e, mais je pense par exemple au gouvernement Barre, dans les années 70,
là où il n'y avait pas de majorité vraiment acquise, pas de majorité automatique, et il devait contraindre sa majorité, le gouvernement Rocard, qui était lui aussi en minorité, mais enfin une minorité qui était très forte, il lui manquait entre 15 et 20 sièges, l'a utilisé largement, le gouvernement Valls l'a utilisé, même le gouvernement Édouard Philippe, qui avait fait adopter un premier projet de réforme de la retraite, avec le 49.3, sans que ça suscite autant d'émotions. Alors je crois que nous sommes aujourd'hui le 13 mai, et c'est une date que l'on peut, je ne sais pas, pour certains déplorer, pour d'autres célébrer. Parce que le 13 mai, c'est l'acte de naissance de la Ve République. C'est le putsch d'Alger qui a entraîné la chute de la 4e et le retour au pouvoir du général de Gaulle, dont la première préoccupation a été « il faut changer les institutions ». Et il y a eu, alors c'est le fruit de la guerre d'Algérie, et cette guerre d'Algérie a entraîné un deuxième changement dans la Constitution, cette fois, pas deux constitutions, mais dans la Constitution, c'est la réforme du mode d'élection du président de la République au suffrage universel direct, bien qui sûr, a été adopté après l'attentat du Petit Clamart en août 62, et sans cela, sans cette crise, il est probable que De Gaulle n'aurait pas eu l'opportunité de soumettre cette question au référendum. Ça, c'est pour la 5e. Mais que dire du 49.3 aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas un peu à l'étroit avec l'usage de ce 49.3 dans la Ve République? Alors, il y a eu un long processus de délégitimisation, en quelque sorte, du 49.3. C'est-à-dire qu'au début, il a été considéré comme un mécanisme normal du parlementarisme rationalisé. Mais il est possible qu'il y ait aussi un usage déraisonnable. Et il ne faut pas confondre la rationalité et la raison. Ce sont deux choses différentes. On peut être rationnel et pas raisonnable. Et le bon usage du 49.3 doit être à la fois rationnel et raisonnable. Et il est probable qu'on en a un peu abusé, de sorte que les parlementaires, mais aussi l'opinion, a eu le sentiment d'une dépossession, d'une décision qui était confisquée en quelque sorte et qui n'était pas assumée démocratiquement. Et de ce point de vue, la réforme intervenue en 2008... Alors peut-être on en reviendra, mais je crois qu'il faut dire d'un mot qu'elle a limité l'usage du 49.3. Et dès lors qu'elle le limitait, on se demandait pourquoi faut-il l'utiliser alors qu'il est limité. Alors peut-être vous revenez en effet dans votre ouvrage sur cette limite-là qui est instaurée en 2008. À vous lire, il semblerait que ça soit une limite qui soit quand même un petit peu trop légère. Est-ce que c'est votre thèse? Ah non, moi je pense qu'au contraire, le 49.3 est un mécanisme essentiel et qui n'aurait pas dû être limité. Simplement, il faut en faire un usage raisonnable. Et l'usage raisonnable, c'est au gouvernement de l'apprécier. Et si l'Assemblée estime que cet usage n'est pas raisonnable, elle renverse le gouvernement. Elle peut le faire. Il suffit de voter une motion de censure. Mais alors on dit aujourd'hui que cet article 49.3, il est utilisé simplement parce qu'il n'y a pas de majorité. Et on dit que le gouvernement n'a pas de majorité, il n'arrive pas à convaincre certains groupes d'opposition de voter avec lui, et donc il est contraint de l'utiliser. Je crois que ce n'est pas tout à fait exact. Je crois qu'en réalité, en l'occurrence, dans l'affaire de la réforme de la retraite, le gouvernement n'était pas certain que sa majorité ou que sa forte minorité voterait la réforme. C'est ça. Et d'une certaine façon, il a soulagé beaucoup de députés Renaissance qui sont très heureux de ne pas avoir à dire à leurs électeurs « nous avons voté ce texte ». Et qui au contraire peuvent dire « ah, nous regrettons beaucoup, le gouvernement a décidé de passer en force, nous ne l'aurions peut-être pas voté, nous serions peut-être abstenus ». Vous voyez, donc ça leur permet de faire l'économie de leur responsabilité devant les électeurs. C'est ça. Moi, je trouve très précieux que vous précisiez ce point d'assumer une responsabilité vis-à-vis des électeurs. En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous en faites un élément essentiel de la Constitution. Oui. Alors, peut-être en effet, dans le cours de la discussion, on va voir comment, au fond, sinon amender, en tout cas, tempérer un peu les effets qu'il peut avoir. Et alors, moi, je vous aurais volontiers posé une question à propos de la Ve République. Donc, le général de Gaulle a voulu cette Ve République avec sa nouvelle Constitution, 58, pour sortir de l'instabilité, justement, vous le rappeliez, de la 4e République où les gouvernements duraient 6 mois. Bon. Et donc, mais ce que j'ai trouvé assez joli sous votre plume dans votre ouvrage, vous dites, au fond, la France a connu 170 ans d'instabilité constitutionnelle, c'est-à-dire que vous le faites démarrer à 1789. Tout à fait. Alors,
ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que, au fond, cette 5e République qui a brillé par sa stabilité, qui nous a sortis de l'impasse de l'instabilité de la 4e, pourquoi est-ce qu'elle est autant décriée aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce point? Alors, je crois qu'il y a un malentendu, qui est d'ailleurs dû au fait que les oppositions, en tout cas que l'opposition de la NUPES, critique violemment la Constitution, mais en réalité, on la prend comme bouc émissaire d'autres problèmes. Parce que cette Constitution, elle a défini des institutions qui, dans l'ensemble, fonctionnent. Et ça n'est pas vraiment elle qui est à l'origine de la crise. Simplement, il faut dire que les institutions ont été beaucoup réformées. Il y a eu une instabilité constitutionnelle permanente, en quelque sorte. La 5e, on parle toujours de la 5e, mais elle a été tellement modifiée que c'est comme le couteau de Jean. Vous savez, le couteau de Jean, on a d'abord changé la lame, puis ensuite le manche, mais c'est toujours le couteau de Jean. Eh bien, c'est un peu ça, la Constitution. Elle a subi plus d'une vingtaine de réformes, et parfois sur des points essentiels. Et parfois, c'est la pratique qui a modifié les institutions. Par exemple, le Conseil constitutionnel s'est arrogé des pouvoirs que la Constitution ne lui reconnaissait pas. Et le président de la République, par sa pratique, et notamment l'actuelle, il a profondément altéré l'esprit des institutions de 58. Parce que les institutions de 58, c'était l'idée qu'il y avait vraiment une dualité au pouvoir. Je ne parle pas de pouvoir exécutif, parce que pour moi, la notion de pouvoir exécutif, dans le cadre de la 5e, n'a pas de sens. Ce pouvoir n'est pas exécutif, il est décisionnel. Et donc exécutif, ça veut dire on exécute quelque chose qui a été décidé ailleurs. En réalité, c'est un pouvoir décisionnel. Mais il est partagé entre le président et le Premier ministre. Il y a vraiment une dualité, et les deux fonctions ne se confondent pas. À l'heure actuelle, à vrai dire, on n'a plus de président de la République. On a un super Premier ministre. Mais le président de la République, qui, dans la Constitution de 58, a des fonctions d'arbitrage, qui sont établies par l'article 5, il régule, il règle par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il n'est pas en état de le faire, parce qu'il est tellement engagé dans la vie politique quotidienne que c'est lui le Premier ministre. Et donc, en fait, on a fait disparaître le président de la République. Alors ça, je pourrais revenir un peu plus tard sur les transgressions, en quelque sorte, qui ont entraîné une très profonde altération de la présidence depuis une dizaine d'années. Alors, peut-être ça pour plus tard. Vous venez de parler de la 5e République, peut-être disons un mot sur la 6e, que certains appellent de leur vœu en tout cas. Lors des dernières campagnes présidentielles, Jean-Luc Mélenchon a rappelé à plusieurs reprises que sa volonté, au fond, de convoquer, s'il était élu président, une assemblée constituante. Dans votre ouvrage, vous dites que ça aurait impliqué un véritable coup d'État. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ? Alors d'abord, je crois qu'il faut dire, il y a un problème à la fois de fond et de procédure. Et je vais dire un mot du problème de fond. La 6e République, ce n'est pas du tout une innovation. En réalité, elle trouve ses racines dans la Constitution de l'an 1, Constitution montagnarde, qui a été, sur le papier, la plus démocratique de France, mais qui n'a jamais été appliquée. Et en réalité, elle a nourri la terreur. Elle a nourri le régime de Robespierre et la terreur. Et donc, elle a laissé un souvenir mitigé. Et j'ajoute que c'était le modèle de référence des pays soviétiques. Constitution soviétique, constitution de démocratie populaire, c'était leur inspiration. Et la 6e, c'est ça. C'est-à-dire une assemblée qui a tous les pouvoirs, qui est élue pour très peu de temps. On peut révoquer les élus. Mais dans la pratique, vous avez une inversion du circuit de décision. C'est-à-dire que théoriquement, c'est le peuple qui gouverne, mais en réalité, vous avez au centre un parti politique et éventuellement 2 ou 3 gourous qui décident. Et la décision va de haut en bas et non pas de bas en haut. Et c'est cela la 6e République, telle qu'elle est proposée par M. Mélenchon. Et quant à la procédure, alors cela suppose qu'il soit élu président. S'il est élu président, il est dans le cadre de la Constitution. Il est chargé de la respecter. Il a l'obligation, ça doit être un surmoi, puisque nous sommes dans une radio freudienne, ça doit être son surmoi, la Constitution. Et lacanienne, oui. Et il faut bien reconnaître que certains présidents n'ont pas de surmoi. C'était le cas de M. Sarkozy, le président Sarkozy, qui n'avait absolument aucun surmoi, et le président Macron n'en a pas non plus. Et donc, ils font ce qu'ils veulent avec la Constitution, et ils la tordent comme ils le souhaitent. Mélenchon, ça pourrait s'inscrire dans cette logique. Parce que, comment est-ce qu'il pourrait transformer la Constitution ? Convoquer une constituante, mais il n'en a pas le pouvoir. Voilà. Ça n'est pas prévu dans la Constitution. Il faudra donc qu'il y ait une forme de coup d'État.
Il a été élu pour appliquer la Constitution, pour la mettre en œuvre, et sa première décision serait de la faire disparaître. Et de la faire disparaître au profit d'une constituante. Mais, vous voyez, là, nous avons toujours eu deux traditions. Vous parlez de 75 années d'instabilité constitutionnelle. Il y a toujours eu deux traditions. Il y a des constitutions élaborées par des constituantes, elles aboutissent à des régimes d'assemblée. Parce qu'elles reproduisent elles-mêmes leur autorité. Et vous avez des constitutions élaborées par l'exécutif. Et celles-là donnent le pouvoir à l'exécutif. C'est ce qui s'est passé sous la Ve, c'est ce qui s'est passé avec les régimes bonapartistes. Et on a toujours eu cette alternance entre des constitutions élaborées par des assemblées ou élaborées par l'exécutif. Et éventuellement ratifiées par référendum. Mais on sait bien que lorsque la Constitution a été préparée par l'exécutif, elle est ratifiée. Il n'y a pas d'exemple que ça n'ait pas fonctionné. Alors, justement, pour continuer sur cette opposition entre le régime représentatif et la démocratie directe, vous dites dans votre livre que, ce qui était très juste évidemment, que le régime représentatif fait passer la souveraineté du peuple à ses représentants qui sont censés représenter toute la nation. Mais vous ajoutez une phrase qui m'a retenu. Vous dites ceci, il peut se référer à une souveraineté démocratique, mais il n'est pas une démocratie gouvernante. Je trouve la subtilité, en tout cas la nuance précieuse. Est-ce que vous voulez bien nous éclairer cette nuance? Alors c'est une distinction qu'on peut faire remonter à Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Il distingue la souveraineté démocratique, c'est-à-dire l'origine du pouvoir, la légitimité du pouvoir, qui est donnée par le consentement populaire, par l'expression de la volonté générale, et puis le gouvernement. Et le gouvernement, selon lui, ne peut pas être démocratique, parce que le peuple tout entier ne peut pas se gouverner directement. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait des gouvernants, des intermédiaires, des intercesseurs qui vont gouverner au nom du peuple. Et lui, il imagine, d'ailleurs, il raisonne sur les trois formules, ce gouvernement peut être monarchique, aristocratique ou démocratique. Mais, dit-il, s'il existait un peuple de Dieu, il se gouvernerait en démocratie. C'est très beau, ça. Et il n'existe pas de peuple de Dieu. Donc il faut trouver une autre formule. Et l'aristocratie, c'est l'aristocratie représentative, qui émane du peuple et qui est censée représenter sa volonté. Mais il faut quand même qu'elle reste subordonnée au peuple, d'où des élections fréquentes, par exemple. Lorsque vous avez des mandats qui durent 5 ans, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir une reconduction, qu'il va y avoir un ressourcement, en quelque sorte. Et ce ressourcement, il peut aussi être fait par référendum. Et ce qu'on doit constater sous la Ve République, c'est que le référendum a été, en réalité, abandonné. Alors peut-être, oui, à ce propos, une question là-dessus. C'est vrai qu'il y a en France, là, une demande de participation accrue des citoyens à la vie politique. Dans votre ouvrage, vous évoquez les différentes modalités de référendum. Vous semblez avoir une préférence pour le référendum d'initiative populaire. Est-ce que vous pourriez nous dire en tout cas, je fais préférer ce... Oui, alors peut-être pas une préférence, parce que le référendum tel qu'il fonctionne actuellement dans le cadre de l'article 11 peut parfaitement satisfaire aux critères démocratiques. Par exemple, le général de Gaulle a réglé la question algérienne à partir de référendum. Jamais. Plutôt référendum d'initiative populaire que référendum d'initiative citoyenne, si je vous ai bien... Oui, mais la différence est tout de même plutôt de vocabulaire, parce que ça veut dire qu'évidemment, on ne va pas faire des référendums n'importe quand et sur n'importe quoi. Mais il faut qu'il y ait des filtres. Mais je crois il serait souhaitable qu'une portion du corps électoral puisse obliger à soumettre une question à référendum, dès lors, par exemple, qu'on aurait réuni 5% du corps électoral, et sur une question précise. Parce que ça n'est pas le référendum en soi, mais il faut qu'il y ait une question qui soit posée. Et à partir de là, je ne vois pas, en démocratie, comment on pourrait empêcher ce référendum d'avoir lieu. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples. La Suisse est un pays démocratique, un modèle démocratique, et il y a des référendums aussi bien locaux, cantonaux, que fédéraux. Et en Italie, il y a aussi des référendums, et ces référendums ont permis certaines réformes importantes. Donc je crois que la respiration démocratique, en quelque sorte, du régime représentatif, c'est le recours au référendum. Mais les parlementaires ne l'aiment pas, le référendum. L'exécutif ne l'aime pas non plus. Et surtout, 2005 a été un tournant. Nous pourrons peut-être en reparler, mais le référendum sur l'Europe, sur le fameux traité portant constitution de l'Union européenne, qui a été un échec flagrant, puisqu'il y a à peu près 50% de non, alors ça
je ne dirais pas que ça a tué le référendum, mais ça l'a rendu extrêmement difficile à pratiquer pour l'exécutif. Il en est de même pour la dissolution. La dissolution, c'est aussi une arme démocratique, puisqu'on renvoie tout le monde devant les électeurs. Depuis la dissolution manquée par Jacques Chirac en 1997, on hésite beaucoup à pratiquer une dissolution. François Hollande aurait pu le faire. Il aurait même dû le faire lorsqu'il a été confronté aux frondeurs. La solution pour lui, c'était de dissoudre. Il a hésité, il a retardé. Et lorsqu'il a pensé le faire, il était trop tard. Et donc, voilà des armes qui relèvent du parlementarisme rationalisé, dont l'exécutif, enfin dont le gouvernement, s'est privé malencontreusement. Et le résultat, c'est un enfermement du pouvoir et une cassure de plus en plus forte entre l'opinion et, disons, la classe politique. C'est ça. Et donc, d'une certaine façon, vous êtes pour le maintien du 49.3 en l'état, oui. Mais la façon que vous avez, au fond, de tenir compte de l'aspiration des Français, quand même, qui se fait entendre d'une façon assez bruyante, c'est, au fond, de donner une vie peut-être plus importante au référendum d'initiative populaire. Au référendum ou à la dissolution. Parce que si l'on veut sortir de la crise démocratique actuelle, il y a les deux voies. Où on fait un référendum, par exemple sur la réforme des retraites, ou bien on dissout l'Assemblée et on aura à ce moment-là une représentation qui se sera définie à partir de cette réforme. Si on tient compte du fait que les Français, au fond, supportent beaucoup moins bien aujourd'hui qu'il y a quelques années le pouvoir autoritaire, et qu'en même temps on a l'idée il faut ce pouvoir pour prendre des décisions, il faut à un moment donné quand même en passer par là. La dissolution ne permettrait pas de résoudre cette aspiration, cette volonté du peuple qui se fait entendre de participer plus activement à la vie politique. Donc je retiens le référendum d'initiative populaire. Ma question suivante porte sur le Conseil constitutionnel. Tout le monde a attendu avec beaucoup d'intérêt sa décision. Elle a suscité une certaine déception. Et la question est la suivante. Est-ce que vous pourriez dire que le Conseil constitutionnel disposait de vraies raisons juridiques pour retoquer la loi sur les retraites ou pas? Alors, je crois qu'il faut, là encore, replacer cette question dans un contexte plus vaste qui est celui des pouvoirs du Conseil constitutionnel. Voilà. Et le Conseil constitutionnel, c'est l'exemple d'une institution qui s'est autoproclamée roi de la Constitution, ce qui n'était pas du tout dans la conception initiale de 58. Dans la conception initiale de 58, il était surtout destiné à protéger l'exécutif contre les empiétements du Parlement. Parce que vous savez que le Parlement n'a que des pouvoirs limités en matière législative. L'autorité normative de droit commun, c'est le gouvernement. C'est lui qui dispose des pouvoirs réglementaires. C'est la distinction des articles 34 et 37 de la Constitution. Il était là pour veiller à ce que le Parlement n'empiète pas sur l'article 37. Et puis, en 71, après la mort du général de Gaulle, il a décidé qu'il pouvait contrôler le fond des lois par rapport aux principes de la Constitution, et notamment au préambule de la Constitution, qui est rédigé en termes très elliptiques, très simples, et qui fait référence à la Déclaration des droits de l'homme de 89. À partir de là, si je puis dire, il a quartier libre, parce qu'il interprète ces principes comme il l'entend, et même il en définit de nouveaux. Il y a les principes qui sont reconnus par les lois de la République et qu'il constitutionnalise. Il a créé, en quelque sorte, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, à partir de quoi il peut contrôler les lois et les déclarer invalides. Bon, ça c'est lui qui l'a décidé tout seul. Bon, il y a eu quelques réformes qui ont consolidé son pouvoir, notamment le fait qu'il pouvait être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs. Donc ça donnait à l'opposition le pouvoir de saisir le Conseil, et pas simplement au président des assemblées, au Premier ministre et au président de la République. Donc on a élargi sa saisine. Et puis surtout, en 2008, on a créé ce qu'on appelait la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet aux juridictions suprêmes, Conseil d'État, Cour de cassation, de saisir le Conseil d'une question et de mettre en question une loi pour inconstitutionnalité. Il l'interroge sur sa constitutionnalité. Alors là, on a énormément élargi, et le Conseil fonctionne très largement maintenant à partir du QPC, il en rend un nombre considérable, et en même temps on a changé la nature du contrôle du Conseil. Parce que jusqu'à présent, ce qu'il contrôlait, jusqu'à 2008, ce qu'il contrôlait, c'était des actes parlementaires. La loi n'était pas promulguée, donc ce n'était pas une loi.
C'était un acte adopté par le Parlement, mais pas promulgué. C'est le président de la République qui promulgue. Tant qu'il n'est pas promulgué, ce n'est pas une loi. Et maintenant, c'est la loi existante. Et il peut abroger des dispositions législatives. Ce qui veut dire qu'il n'est pas simplement un organe de contrôle, il participe aussi de la fonction législative. Et ça devient une troisième chambre. Parce qu'il indique, en plus, au Parlement, il lui dit, écoutez, votre loi, là, elle est inconstitutionnelle, donc je supprime tel article, et puis pour la changer, voilà ce qu'il faudrait faire. Donc vous voyez, il a un rôle de guide. Ce qui tout de même le fait pénétrer dans la fonction législative. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, pardonnez-moi de vous couper la parole, mais est-ce qu'on ne pourrait pas reprocher au moins à cette loi du point de vue de la Constitution que c'était un cavalier, c'est-à-dire qu'elle est passée par un détournement de procédure? Alors si on revient à cette décision particulière, mais il y en a d'autres qu'on pourrait mettre en cause, mais celle-là, effectivement, il avait tout à fait les armes pour dire 49.3, utilisation du 49.3 pour un projet portant sur la sécurité sociale, ce qui est tout de même extrêmement limité comme ordre. Et additionné au 47.1, c'est-à-dire à la restriction du débat parlementaire, tout cet ensemble compact forme un détournement de procédure. Ça, il aurait très bien pu le dire. Ça, il était fondé... Il était fondé... Enfin, je veux dire, les juristes n'auraient pas protesté contre cela. Ils auraient dû le Conseil. Il a affirmé une certaine conception de la Constitution, mais il n'aurait pas dit c'est manifestement contraire à la Constitution. Et il ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, personne ne s'attendait véritablement à ce qu'il le fasse. Mais ce qui est peut-être le plus grave dans la situation du Conseil, c'est sa composition, qui comprend nombre, et même essentiellement aujourd'hui, des politiques, et des politiques qui ont été battus par le suffrage universel. Alors il y a tout de même un certain paradoxe, avoir des gens dont le suffrage universel ne veut plus, qui se trouvent au sommet, et en quelque sorte les rois de la Constitution. Il y a là quelque chose qui est une anomalie. Mais ce n'est pas la seule dans le système juridictionnel français. Bon, on arrive presque à la fin de cet entretien. Peut-être une dernière question. Vous évoquiez tout à l'heure les trois pouvoirs, et donc leur séparation qui est quand même un des fondements des démocraties représentatives. Je voulais vous poser une question sur votre avis, l'idée que vous vous faites quant à la place du pouvoir judiciaire en France. Mais il n'y a pas de pouvoir judiciaire en France, c'est tout le problème. C'est une thèse il y a une forte. autorité... Mais non, c'est le texte de la Constitution. Il y a une autorité judiciaire. Ça n'est pas un pouvoir. Et cette autorité judiciaire, je veux dire, l'ensemble des juridictions françaises est éclaté. Vous avez la justice judiciaire, vous avez la justice administrative, vous avez le Conseil constitutionnel. Ça représente en quelque sorte 3 ordres de juridiction qui sont séparés. Et la justice administrative, le Conseil d'État, ça veut dire que l'administration est son propre juge, ce qui est une sorte de contradiction. Et en tout cas, ce qui porte évidemment atteinte à la séparation des pouvoirs. Ça, c'est plutôt la confusion des pouvoirs que la séparation des pouvoirs. Mais en revanche, vous avez un pouvoir judiciaire en France. Mais ce pouvoir judiciaire, il est extérieur. C'est la Cour de justice de l'Union européenne et c'est la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Là, vous avez un pouvoir judiciaire. Et il s'impose sur le plan interne. Il ne s'impose pas à la Constitution, mais il s'impose au moins aux lois et aux juges internes. Alors, il y a là une sorte d'anomalie, parce qu'on refuse un pouvoir judiciaire sur le plan interne, mais on l'accepte sur le plan international. Et l'exemple le plus caricatural, c'est la Cour pénale internationale. En France, le président de la République dispose non pas d'une immunité, mais d'un privilège de juridiction. C'est-à-dire qu'il ne peut être jugé que par la Haute Cour, ou par la Cour de justice de la République. En revanche, il peut être jugé directement par la Cour pénale internationale. Là, il n'a pas d'immunité. Alors, il échappe à toute juridiction sur le plan interne, mais il relève d'une juridiction internationale. C'est quand même quelque chose d'un peu paradoxal. Et je crois qu'en effet, une réforme importante de la Constitution serait de reconnaître l'existence d'un véritable pouvoir judiciaire, ce qui impliquerait que le Conseil constitutionnel devienne une Cour suprême, mais qui soit composé de magistrats, et non pas de politiques, et que la justice administrative soit intégrée à la justice judiciaire. Alors bien sûr, il y a un contentieux particulier, il y a un droit administratif particulier, mais on peut faire des chambres administratives au sein du corpus judiciaire, comme il y a des chambres commerciales, comme il y a une chambre criminelle, et on ne confondra pas la justice criminelle, la justice civile. On peut avoir aussi des chambres administratives. Donc je crois que ça rétablirait en France quelque chose qui a disparu et qui est la fonction arbitrale. Parce que le président ne peut plus exercer cette fonction. Pour les raisons que j'ai dites, il est devenu Premier ministre. Et le pouvoir judiciaire
remplirait cette fonction arbitrale. Bon, donc un peu plus de démocratie. Au fond, c'est la leçon que je... Un peu plus de démocratie, un peu plus de séparation des pouvoirs. Un peu plus de séparation des pouvoirs, un peu plus de démocratie. On ne sera jamais assez démocrate. Encore un effort toujours. Donc, il me reste à vous remercier, Serge Sur, d'être venu à Studio Lacan. Et puis, nous allons passer à notre prochaine rubrique avec Laura Sokolovski qui va venir nous parler du dernier numéro de la revue La Cause du désir. Tout le plaisir. Laura Sokolovski, bonjour. Vous êtes psychanalyste à Paris, membre de l'ECF et de l'AMP. Vous êtes également rédactrice en chef de la revue La Cause du désir, et dont vous allez nous présenter aujourd'hui le dernier numéro. Peut-être pour commencer, quelques mots à propos de cette revue, plus précisément. Oui, d'abord, merci beaucoup à Studio Lacan, Agnès et Laurent de m'avoir invité. J'en suis absolument ravie. Et donc, effectivement, je vais vous dire un petit mot de cette dernière parution de la revue de La Cause du désir, parue donc en mars dernier. Peut-être un petit mot donc à propos de cette revue, qui est l'une des publications de l'école de la cause freudienne depuis sa création par Jacques Lacan en 1981. Il s'agit donc d'une revue de psychanalyse à destination du public élargi de psychanalystes, de non-psychanalystes, d'étudiants et de tous ceux que la psychanalyse d'orientation lacanienne intéresse. Eh bien, cela fait beaucoup de monde. Nous avons 300 000 consultations par an sur Kern pour la revue. N'en déplaise aux détracteurs de la psychanalyse, celle-ci se porte bien. Ce n'est guère une surprise car les gens finissent par se lasser des approches par le tout biologique ou des vaines promesses des thérapies éclairs. Donc, nous avons beaucoup de succès, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, Laura, est-ce que vous voudriez bien nous parler en particulier de ce dernier numéro? Qu'est-ce qui en fait son actualité, selon vous? Alors, le numéro 113 a pour thème l'histoire que Lacan écrivait avec un Y et non pas un I. Pourquoi ce thème? Pourquoi maintenant? Eh bien, parce qu'il y a des moments où l'histoire, avec un grand H et un petit I, semble bafouiller, se répéter. Le retour de la guerre sur le continent européen en est le trait marquant. Ce numéro commence par l'évocation que l'écrivain James Joyce, que Lacan a beaucoup lu et commenté, cet écrivain cherchait à s'éveiller du cauchemar de l'histoire, car celle-ci porte en elle les grands mots qui font mal. Est-il possible de se réveiller du cauchemar de l'histoire en s'extrayant du discours lui-même? Lacan n'y croyait pas lorsqu'il posait l'équivalence entre le rêve et la réalité. D'où son invention d'un signifiant nouveau qui consonne avec l'hystérie et qui renvoie à l'inconscient comme savoir qui s'articule sans que le moi n'en sache rien. C'est ce savoir insu que la procédure de la passe tente d'éclairer, de transmettre par l'historisation du témoignage. Ainsi, il m'a semblé qu'il convenait d'initier ce numéro par un exemple de la pratique même du docteur Lacan. C'est ce que nous avons fait en publiant une présentation clinique inédite entre Jacques Lacan et un patient hospitalisé nommé pour l'occasion Monsieur Girard. Alors, les inédits de Lacan sont aussi rares que précieux. Est-ce que vous nous diriez comment cet inédit-là est arrivé jusqu'à vous? Oui, bien volontiers. Effectivement, il s'agit d'une présentation qui date de juin 67, absolument inédite, que vous ne trouverez pas sur Internet, ni en retranscription audio, pirate. C'est un de nos collègues de Strasbourg, psychiatre, Pierre Edbinger, que je remercie encore une fois, qui a retrouvé dans des archives familiales une ancienne cassette qu'un de ses proches qui avait assisté à cette présentation de malade
avait gardée par devers lui sans la faire jamais circuler. Je passe sur les détails techniques et le minutieux travail de retranscription qui a été accompli. Et je remercie surtout Jacques-Alain Miller pour avoir autorisé la publication de cette présentation clinique inédite dans la revue. Alors, Laura, qu'est-ce qui vous a retenu en particulier dans cet entretien du docteur Lacan avec un patient ? Une rencontre tout à fait extraordinaire, vous en conviendrez. Il s'agit en effet d'un jeune homme homosexuel qui consomme de nombreux toxiques. Donc, actualité de la question des addictions. Cette consommation de toxiques est un dérivatif, nous dit-il, lorsqu'il n'a pas de partenaire. L'addiction orale, ça Lacan le montre fort bien, est donc au premier plan. Ce jeune homme travaille dans le bistrot de ses parents. Il nourrit même en cachette un jeune plombier avec lequel il passe ses week-ends. Il s'est fait récemment quitter par un Vietnamien et toutes ses relations avec les hommes apparaissent finalement tarifées, ce que Lacan lui pointe et qu'il dénie. Outre l'addiction prononcée afin de satisfaire cette jouissance pulsionnelle orale, la surprise provient pour nous à la fin de la présentation clinique, au moment où le patient émet l'idée qu'il pourrait se mettre en accord avec la société, qui est représentée par sa famille, ses parents, en changeant de sexe. On est en 67. S'ensuit alors un échange dont je ne résiste pas à vous donner un très court extrait, si vous le voulez bien. Jacques Lacan, quelle idée avez-vous de cet organe féminin qui remplacerait le vôtre ? Monsieur Girard. Oh, je n'en ai qu'une idée simple, j'en ai vu des dessins. Lacan. Vous en avez vu des dessins ? Oui. Et alors, qu'est-ce que cela représente pour vous ? Pour moi, ça, c'est absolument indifférent. Voilà, je vous donne un exemple du ton même de cette présentation, qui est tout à fait, magnifique à lire. Tout à l'heure, vous soulignez l'actualité des questions sur l'addiction, mais là, au fond, dans cet entretien des années 60, il y a une anticipation sur les questions les plus actuelles, les plus contemporaines des sujets trans. Oui, parfaitement. C'est une présentation tout à fait passionnante à lire pour cette actualité. On découvre en effet, avec surprise, que malgré le fantasme du patient qu'il serait beau de changer de sexe pour légaliser sa situation, pour ne plus être regardé comme une bête curieuse, c'est son expression, eh bien Lacan estime que ce jeune homme n'est pas transsexuel, mais homosexuel, ce qui est troublant pour nous. Je n'en dis pas plus, je vous invite à lire cette présentation. Et ce qui est tout à fait aussi extraordinaire, me semble-t-il, enfin pour moi c'est extrêmement décisif, c'est que Lacan considère aussi qu'un transfert, au sens analytique du terme, est possible avec ce patient, que ça pourrait déboucher même peut-être sur une analyse. Donc j'insiste sur le fait qu'il s'agit non seulement d'un document inédit, mais d'une grande leçon de psychanalyse. Alors, est-ce que vous accepteriez de nous parler un petit peu du reste de ce numéro ? Oui. Formidable, d'après ce que vous nous en dites déjà. Oui, le temps me manque, j'aurais aimé pouvoir en dire plus et n'oublier aucun collègue qui a participé, les auteurs qui ont participé à ce numéro. Mais je souhaiterais peut-être mettre en valeur un très précieux interview de quelqu'un qui est extérieur à notre champ. Il s'agit d'un grand lecteur de Freud, qui a d'ailleurs consacré un de ses séminaires à Moïse et le monothéisme. C'est un spécialiste, un savant, soucieux de s'adresser aux non-spécialistes et qui parvient à le faire avec un grand talent. C'est ainsi que nous avons eu la chance et l'honneur d'interviewer l'historien Patrick Boucheron, donc professeur au Collège de France. Patrick Boucheron nous explique pourquoi la préface de son livre sur l'évêque Ambroise de Milan commence par une référence explicite à la formule de Jacques Lacan selon laquelle le réel revient toujours à la même place. Il souligne de même que les ouvrages de psychanalyse figurent en très bonne place dans sa bibliothèque. Et peut-être que vous vous souvenez que nous avons fait un studio Lacan avec Gilles Carroz et d'autres collègues
avec le grand historien du nazisme, Johann Chapoutot. C'était un grand moment, je crois. Et bien, celui-ci nous disait aussi qu'il n'est pas possible de se passer d'une culture psychanalytique quand on est un historien. La psychanalyse fait donc partie de la culture de notre temps. Un point qui est très intéressant dans cet entretien avec Patrick Boucheron, c'est au fond, il explique sa façon à lui de lutter contre les fake news. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait captivant. Ce sont tous ces développements, je pense, auxquels vous faites allusion, où Patrick Boucheron évoque la question du négationnisme et le rôle de l'historien qui, selon lui, doit combattre les falsifications de l'histoire telles que Vichy a sauvé les Juifs. Là, l'historien ne peut pas reculer. Il doit mettre, que cela lui plaise ou non, sa casquette de flic du référentiel. Expression de Patrick Boucheron, très forte. Pour autant, l'historien est aussi un créateur d'imaginaire. Patrick Boucheron souligne la puissance imaginante de l'histoire, avec ce paradoxe qu'il s'agit ici d'images vraies. Et cela fait évidemment écho pour nous à l'énoncé de Jacques Lacan sur la vérité à structure de fiction. On peut continuer. Peut-être vous avez encore un mot à nous dire à propos du reste de la revue. Je dirais peut-être que si l'histoire et la psychanalyse veulent parler ensemble, dialoguer, la première ne peut pas se contenter de vagues emprunts conceptuels. Boucheron le met très bien en valeur. Il met aussi en garde contre l'inflation des fausses comparaisons, des métaphores hasardeuses, et parfois il ne faut pas interpréter. Les historiens n'ont pas à enflammer l'imaginaire. Autrement dit, ils n'ont pas à nourrir le sens. L'imaginaire par le sens. Bon, peut-être que, pour conclure cette présentation rapide, il me semble que tout lecteur de cette interview peut tirer leçon du fait que l'histoire consiste à se séparer du passé et que le temps est une entaille. Il s'agit de signifiants nouveaux pour nous et qui nous donnent à réfléchir. Mais ce qu'on apprend, chère Agnès et cher Laurent, monsieur aussi, c'est que de grands intellectuels, de grands savants étudient au présent les œuvres de Freud et de Lacan et s'en inspirent, n'en déplaise à tous ceux qui s'épuisent à vouloir nier cette évidence. Voilà. Bien, grand merci Laura pour cette présentation. C'est moi qui vous remercie. Formidable de ce numéro de La Cause du désir, numéro 113, que nous allons nous empresser de lire. Il me reste maintenant à prendre congé. Studio Lacan est terminé pour aujourd'hui. Au revoir.